Ligne droite. Le grand entretien, Marie Falicon. Bonjour Marie Falicon. Bonjour Maud, bonjour à tous. Et pour ouvrir la semaine, nous allons parler de la rentrée parlementaire du Rassemblement national, du gouvernement Barnier, d'immigration, d'abrogation de la réforme des retraites, mais aussi de la fête de l'humanité vieille de bientôt 100 ans et qui réunit tout ce que la gauche fait de pire, antifa, insoumis, woke, anti-flic. On y reviendra avec notre invité. Bonjour Andrea Cotarac. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le porte-parole du Rassemblement national, vous êtes collaborateur parlementaire de Marine Le Pen et président du groupe RN en région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir accepté ce grand entretien politique pour ouvrir la semaine. Ce week-end, le Rassemblement national a fait sa rentrée parlementaire. Les cadres du parti et vos élus nationaux et européens se sont donc réunis à l'Assemblée nationale. Quel était le but de cette réunion ? Le but, c'était de se mettre au travail. Je pense qu'on est dans un contexte assez particulier où on a un gouvernement qui n'est pas encore nommé, mais on a quand même M. Barnier issu des Républicains, c'est-à-dire du parti le plus minoritaire à l'Assemblée nationale, qui est chargé de composer son gouvernement. Donc on sait très bien que c'est une situation complètement instable. La Macronie a été sanctionnée aux élections européennes, puis aux élections législatives, et que tout ça ne tiendra pas. Et donc le Rassemblement national, en étant le premier parti de France, avec 11 millions de voix, a finalement une responsabilité, celle de préparer l'avenir, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on incarne l'alternative à la Macronie et même à l'alliance entre la Macronie et l'extrême gauche, et qu'il est temps de se mettre au travail. Nous allons engager des meetings, une campagne permanente dans toutes les régions, parce que nous devons être prêts demain à gouverner le pays. Et alors, quelle est la feuille de route, justement, pour préparer cette alternance ? Quelles sont les lignes qui ont été fixées ce week-end, notamment ? D'abord, c'était bien de se voir entre députés. On est passé en 2 ans de 6 députés à 126 députés, si on ne compte pas les partenaires ciotistes, réunir les cadres locaux, réunir nos élus locaux et se mettre autour de la table pour commencer à travailler. Qu'est-ce que c'est que la stratégie ? La stratégie, c'est un premier meeting à Nice, le 6 octobre. Et chaque mois, il y aura des meetings dans chaque région, c'est-à-dire que tout le mouvement, toute la machine se mettra en route pour ces 11 prochains mois, on va dire. On dit 11 prochains mois, donc au bout, vous attendez une dissolution. Vous misez tous sur une dissolution. C'est pas qu'on mise dessus, on mise pas sur l'instabilité, puisqu'on a dit qu'on ne censurerait pas a priori un gouvernement macrono-LR ou LRO-macroniste, qui selon nous n'apportera aucune solution. Moi, je suis très heureux que les LR, qu'on a accusés pendant 2 ans d'être la béquille du macronisme, soient aujourd'hui dans le même parti, finalement, dans le même gouvernement. On a été déçus à chaque fois que l'UMP était au pouvoir. Ils ont supprimé 12 000 policiers et gendarmes, malgré une analyse qui était bonne en matière de sécurité. Ils ont été nuls en matière d'immigration, malgré un diagnostic qui pouvait être intéressant. Et finalement, on n'a aucune illusion sur ce que ce gouvernement fera. Il n'empêche, la France doit continuer d'avancer. Et dans 11 mois, nous verrons bien le bilan. Donc malgré le fait que vous ayez donc aucune illusion sur les LR au pouvoir, Jordan Bardella donc a justement, comme vous, il a qualifié Michel Barnier ce week-end de prête-nom du macronisme. Ça montre bien que vous êtes dans un jugement d'une continuité, en tout cas entre Emmanuel Macron et Michel Barnier. Pour autant, vous deviez attendre le discours de politique générale. Est-ce que vous n'allez pas un peu trop vite en besogne ? Non, on va attendre évidemment le discours de politique générale qui fixe au niveau des institutions le cap, la politique que mènera ce gouvernement. Il n'empêche. Moi, j'ai écouté les LR qui étaient réunis à Annecy et qui accueillaient en grande pompe Michel Barnier. Bon, ils ont surjoué tout ça, même vos confrères du Monde le disent, donc c'est dire. Et puis, c'était tout simplement insupportable de les écouter. Laurent Wauquiez, crédité à 4%, qui a été élu député en Haute-Loire grâce au désistement de l'extrême gauche écologiste, nous expliquer comme s'il avait gagné les élections de ce que vont faire les LR, le gouvernement, etc. C'est juste insupportable. Ensuite, j'ai écouté M. Bellamy, qui commence sa phrase en disant « Peu importe le résultat des élections législatives, nous ferons ça, ça, ça ». Non, pas peu importe le résultat des élections législatives. Vous êtes un parti minoritaire et vous êtes parti, en tout cas, de ce qu'on appelait l'UMPS, puisque quand on regarde une continuité, je prends le cas des hôpitaux, par exemple, Nicolas Sarkozy a supprimé des milliers de lits d'hospitalisation. François Hollande, socialiste, a fait exactement la même chose. Et leur héritier, Monsieur Macron, a fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on vote à gauche ou à droite dans cette UMPS. Le bateau France prenait toujours le même cap. Donc aujourd'hui, face à tout ça, face à ce parti unique et à ce système à bout de souffle, je crois que le RN est l'alternative crédible.
Et alors, parmi les candidats de la primaire de 2021, Michel Barnier avait quand même une ligne assez ferme, notamment sur la question migratoire. On va en dire un mot. Il défendait notamment l'idée d'un moratoire sur l'immigration. Et justement, Laure Lavalette, députée et porte-parole du Rassemblement national, invitée sur Europe 1 hier, parlait de ce moratoire de l'immigration qu'elle défendait. Vous êtes donc dans le même camp, entre guillemets, du Barnier 2021. Si vous voulez, moratoire, pas moratoire, etc., on sait ce qu'il y a à faire. Je crois que l'immigration aujourd'hui à l'échelle mondiale, c'est une réelle interrogation. Vous regardez en Iran, par exemple, il y a un plan pour expulser 2 millions d'Afghans clandestins. Trump, on va peut-être en parler, lui aussi a pris ce sujet en tout cas à bras-le-corps dans sa campagne. Vous avez les rapports de l'ONU qui nous indiquent, en ce qui nous concerne, que l'Afrique va avoir une explosion en matière démographique. Le Nigeria va être le 3e pays le plus peuplé du monde. Donc, il va bien falloir avoir une réflexion sur l'immigration. Moi, je vois l'immigration, je vais très vite, mais sous 2 angles. Le premier, il est identitaire. Je crois que l'immigration multiplie les cas de communautarisme, de séparatisme. Le voile a augmenté de 50% en 10 ans. C'est le rapport de l'INSEE, c'est pas moi. 150 quartiers dans notre pays sont contrôlés ou tenus par les islamistes. C'est pas moi qui le dis, ce sont les services de renseignement intérieur. Vous avez des atteintes à la laïcité, plus de 3000 par an dans nos établissements. Vous avez des organisations comme le CCIF qui ont été dissous en France, mais qui continuent d'œuvrer sur notre territoire à travers le CCIE, donc Europe, qu'ils ont créé. Donc ça, c'est le volet identitaire. Mais il y a aussi tout le volet social qu'il faut prendre en compte. Je crois qu'il y avait un proche d'Emmanuel Macron qui s'appelait Didier Lesky, qui était le directeur de l'Office de l'immigration, qui disait exactement ce que dit le RN et Marine depuis 30 ans, à savoir qu'il existe des grands patrons qui utilisent les clandestins pour faire baisser les salaires. Et ça aussi, c'est vérifié dans plusieurs études, à la fois aux États-Unis, en Europe et en France. Il y avait même le Cevipof de Sciences Po qui avait fait une étude et qui montrait que plus vous avez de clandestins, plus vous avez d'immigrés, plus les salaires baissaient chez les locaux, notamment les moins qualifiés. Et alors justement, est-ce que pour endiguer, une fois qu'on a fait le constat, pour endiguer les flux, que ce soit légaux ou illégaux, est-ce que l'idée d'un ministère de l'immigration, comme la rumeur a couru ces dernières semaines, justement depuis la nomination de Michel Barnier, est-ce que ça vous réjouirait, un ministère de l'immigration recréé de ses cendres d'une certaine manière? En fait, moi à titre personnel en tout cas, je ne crois plus au LR. Donc je vais être clair avec vous, je ne crois plus du tout dans ce parti. Je pense qu'ils ont... En faisant ce gouvernement, ils ont planté leur dernier clou du cercueil. Il y a un ministère de l'immigration, ça s'appelle le ministère de l'Intérieur. Et ça n'a pas marché, puisque les exécutions d'obligations de quitter le territoire étaient absolument minables sous Darmanin, qui lui aussi avait un discours très dur. Là, on nous explique qu'on va faire le ministère de l'immigration. Demain, il y aura un ministère de la laïcité, un ministère de l'exécution des OQTF. Non, je pense qu'on a le diagnostic, les outils. Il s'agit aujourd'hui de passer des paroles aux actes. Parce que le ministère de l'immigration pourrait permettre un espace de collaboration justement entre les ministères régaliens. Vous parliez des OQTF à l'instant. Si le ministère de l'immigration il y avait, peut-être que les affaires étrangères pourraient travailler de façon correcte, coordonnée avec l'intérieur justement pour faire expulser ces personnes sous le coup des OQTF. Tous les sujets de toute façon sont souvent transversaux. C'est compliqué de les réduire à un ministère. Il n'empêche... Avec le ministère de l'Intérieur, on peut faire beaucoup. Et manifestement, les gouvernements successifs n'ont absolument rien fait. Bon alors justement, on va rester sur ces thèmes-là, sur ce qu'on peut faire à l'Assemblée nationale. Le thème de votre niche parlementaire est tombé. Je rappelle pour nos auditeurs quand même, une niche parlementaire, c'est donc une journée entière accordée à chaque groupe parlementaire pour inscrire ces textes de loi à l'ordre du jour et donc essayer de les faire voter à la majorité. Vous serez donc avec le Rassemblement national le premier groupe à vous prêter à l'exercice le 31 octobre prochain. Et à notre surprise, Andrea Cotarac, il ne s'agit pas de réformer la politique migratoire, mais de faire abroger la réforme des retraites. Alors, est-ce qu'on doit comprendre que le Rassemblement national préfère voter avec la France insoumise plutôt qu'avec Michel Barnier? Alors, la niche, il faut savoir qu'il n'y a pas simplement un texte. C'est-à-dire que vous avez 24 heures pour faire passer le nombre de textes que vous voulez. La dernière fois, le RN avait 7 textes. Et évidemment, on n'a pas pu aborder les 7 jusqu'à minuit, mais il y a plusieurs textes. Ce qu'on sait aujourd'hui de ce qu'a décidé Marine Le Pen, c'est qu'effectivement, parmi ces plusieurs textes, 7 ou 8, il y aura effectivement une proposition du RN sur l'abrogation de la réforme des retraites. Pourquoi ? Parce que même quand Gabriel Attal était Premier ministre, avant même qu'il parte, lui-même avait dit que leur première réforme était inefficace, puisqu'ils envisageaient une seconde réforme des retraites. Donc on voyait bien que le diagnostic qu'avait fait le RN sur l'ancienne réforme, la loi Borne, s'avère être à la fois injuste socialement et surtout inefficace financièrement. Et donc quand on sait que 95% des Français qui bossent, des actifs,
de notre électorat finalement, s'oppose à cette réforme, subit cette réforme. Quand on sait que un tiers des retraités n'atteignent pas l'âge légal, c'est-à-dire qu'ils sont licenciés avant, donc soit ils sont au chômage en attendant d'atteindre, soit ils sont au RSA. Oui. On voit que c'est inefficace absolument totalement, et donc on va proposer l'abrogation, et nous verrons bien ce que feront les hypocrites de l'extrême gauche, puisque je rappelle que même pour la réforme de la loi Borne, nous avions proposé un référendum, et non seulement ils ne l'ont pas voté, mais ils sont partis à la buvette en appelant à la grève générale ou je ne sais quoi. Il suffisait juste de le voter et de faire en sorte que les Français tranchent. Ils ne l'ont pas fait. Et là, Pire encore, ils ont réélu Madame Borne. Hein. Donc ils s'opposent à la réforme des retraites, mais ils se sont désistés, je parle de la France Insoumise, pour faire réélire Madame Borne. Et pire que ça, ils ont même investi dans le nouveau Front Populaire l'ancien ministre d'Emmanuel Macron qui s'appelle Aurélien Rousseau, qui est aujourd'hui député de gauche, qui était juste l'artisan de la réforme des retraites. Il l'a rédigé. Alors justement, comment se passe le dialogue avec la gauche actuellement sur ce thème justement? Est-ce que vous avez pu voir avec eux? Est-ce qu'ils pourront la voter? Ou est-ce que vous savez qu'ils sont de toute façon dans une censure, dans un cordon sanitaire? Je crois qu'ils ne parlent pas en fait au Rassemblement national et que ce sont les seuls sectaires finalement au sein de cette assemblée. Je crois qu'ils essayent aujourd'hui de faire oublier une chose, c'est que la France Insoumise a participé à toutes les victoires d'Emmanuel Macron depuis 2017. Ils ont voté pour Emmanuel Macron au deuxième tour de 2017. Puis en 2022, alors que M. Macron avait un point à son programme, c'était la réforme des retraites pour la faire passer à 65 ans. Il y avait juste ça dans son programme. Ils ont tous, à l'unisson, voté pour Emmanuel Macron pour 2 mois plus tard aller faire des manifestations contre la réforme. Aujourd'hui, en 2024, 2 ans plus tard, ils réalisent Madame Borne, ils investissent M. Aurélien Rousseau. Donc finalement, on a à gauche une hypocrisie totale. Et si le gouvernement Lucie Castet était nommé, on aurait peut-être eu Aurélien Rousseau pour gérer la réforme des retraites, c'est-à-dire celui qui l'a mise en place. Vous voyez bien que ça n'a pas de sens et que ce système est à bout de souffle et que l'alternative, c'est le Rassemblement national. Et alors justement, sur cette réforme des retraites, dans la niche parlementaire, il y aura donc l'abrogation de cette réforme, mais non pas la proposition de votre réforme à vous, le Rassemblement national. Vous avez bien pointé les choses et vous êtes la seule journaliste à me poser cette question, c'est qu'en réalité, la gauche n'a pas de projet, de proposition derrière. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc ils proposent l'abrogation, point. Nous, on propose l'abrogation, mais on sait que derrière, nous avons une proposition qui est budgétisée, qui est concrète, qui est sincère, qui est juste, en tout cas plus juste socialement et plus efficace financièrement. Et c'est ça qui fait aussi notre force. Alors pourquoi ne pas proposer directement la vôtre? Est-ce que c'est possible? Parce que si vous êtes, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, en tout cas les maîtres du jeu, pourquoi ne pas proposer directement votre texte? Il faut d'abord l'abroger. Oui. Vous voyez que l'Assemblée nationale n'a plus du tout la même gueule, comme on peut dire, c'est-à-dire les rapports de force ne sont plus les mêmes. Et qu'il s'agira ensuite de discuter, mais nous partons déjà avec une proposition et qui est prête à l'emploi et qui est déjà dans les tiroirs. Bon alors très bien, alors justement on va parler de cette gauche avec évidemment cette actualité, la fête de l'humanité qui sévit depuis bientôt 100 ans. Vous êtes Andrea Cotarac, un ancien transfuge de la France Insoumise. Avant d'être conseiller de Marine Le Pen, vous étiez celui de Jean-Luc Mélenchon et ce virage s'est produit en 2019 aux avant-dernières élections européennes. 5 ans plus tard, donc les points de désaccord s'accentuent avec le noyau insoumis, tant et si bien que la tête de François Ruffin est désormais mise à prix. Ruffin, Zemmour, même combat. Alors je cite, c'est carrément Manuel Bompard. Quel est votre regard sur cette crise à l'extrême gauche, Andrea Cotarac? En réalité, M. Ruffin n'a rien inventé d'autre que ce que dit Marine Le Pen ou ce qu'a pu dire la gauche à l'époque. C'est-à-dire qu'il dit que la fracture sociale aujourd'hui, elle est avant tout territoriale. Lui, il parle de réunir les banlieues et les villages. Parce qu'il a bien compris une chose, c'est que l'extrême pauvreté dans notre pays, ce n'est pas les banlieues, contrairement à ce qu'on pense. Les rapports de l'INSEE montrent que l'extrême pauvreté, c'est dans les zones rurales, et principalement dans les zones rurales les plus isolées. Et ça, la gauche ne l'a pas compris. Monsieur Juvin avait pu théoriser ça, même Marine Le Pen en a parlé. Eh bien, vous voyez qu'à gauche, en fait, ça marche plus. C'est-à-dire qu'en fait, Terra Nova, je ne sais pas si... le Smithsonian, bien sûr. Qui avait expliqué au Parti socialiste à l'époque de Tony Blair, etc., ils avaient expliqué que la gauche devait abandonner les classes populaires, le monde rural, les ouvriers, pour se concentrer sur des zones bourgeoises et pour se concentrer sur de nouveaux marchés, entre guillemets, électoraux, qui sont les minorités. Minorités de couleur, minorités de religion, etc. Ben, on est plein dedans. C'est-à-dire qu'en fait, Mélenchon, qui était le plus grand opposant à Terra Nova, est aujourd'hui celui qui l'applique, puisque la France Insoumise a ses meilleurs résultats dans des quartiers bourgeois, dans des quartiers des villes, et que vous voyez, quand vous voyez des abrutis antifa qui ne réfléchissent pas finalement, eux font passer la couleur de peau, la religion, avant le fait d'être français. Et ça, je pense que c'est une vraie différence avec eux, puisque on a là l'international
libéraux, libertaires, racialistes, qui est la même aux États-Unis, qui est la même en Europe, qui est la même dans les universités, et qui aujourd'hui a métastasé la gauche française, alors même qu'en Europe, l'ex-partenaire de M. Mélenchon, Sarah Wagenknecht, qui est une gauche anti-immigration, fait des résultats notables et la plus grande progression en Allemagne, notamment en Allemagne de l'Est, et parle même avec l'AfD. Ce qui veut dire que la gauche française est très en retard, la gauche danoise est anti-immigration, la gauche tchèque est anti-immigration. Il n'y a que la France qui a la gauche la plus bête d'Europe et voire du monde. Mais pourtant, cette gauche, finalement, reste victorieuse d'une certaine manière depuis qu'ils appliquent cette stratégie Terra Nova controversée. On en parlait à l'instant. Depuis 2011, depuis qu'on leur dit vous pouvez être majoritaire si vous tournez vers un nouvel électorat. Est-ce que ça déjà, vous avez pu l'observer quand vous étiez au sein déjà de la France Insoumise? Et puis aujourd'hui, est-ce que vous vous dites pas oui, c'est vrai d'une certaine manière, plus on naturalisera de personnes, plus la France Insoumise continuera de grimper et peut gagner? En réalité, il y a deux questions. C'est-à-dire que est-ce que cette stratégie est payante électoralement? Certainement. Quand Mélenchon est le premier en première ligne pour manifester avec des islamistes du CCIF, apparemment ça paye. Dire que les banlieues sont les quartiers abandonnés, en déshérence, etc., ce qui est faux, ça peut payer électoralement puisqu'il fait 50% en Seine-Saint-Denis. 50% au premier tour en Seine-Saint-Denis. C'est du jamais vu, même Mitterrand n'avait pas réussi. Donc électoralement ça peut payer, mais moi je pense à la France. C'est-à-dire qu'à court terme, les insoumis, M. Boyard, etc., sont élus, mais à l'échelle de la France, de l'histoire de France, de la civilisation française, je pense qu'elle est absolument destructrice et qu'il faut les stopper au plus vite. Et alors justement, parmi cette France Insoumise, il y a des voix qui sortent, notamment celle de François Ruffin. Il a rappelé donc son profond désaccord moral et électoral avec la stratégie dite suicidaire de Jean-Luc Mélenchon. Donc, on voit bien qu'il est lucide, lui, sur cette question. Est-ce qu'on peut se demander, est-ce qu'il ne pourrait pas suivre les pas d'Andrea Cotarac? Est-ce que lui aussi ne pourrait pas avoir sa place au Rassemblement national? Mais le RN, de toute façon, n'est pas sectaire. Le véritable problème avec M. Ruffin, c'est qu'il est toujours dans ce psychodogmatisme à croire que le RN, c'est le diable et que Marine Le Pen, c'est l'extrême droite, etc. D'ailleurs, il avait écrit un livre, Je vous écris du front de la Somme, dans lequel à la fois il combattait le RN, mais dans lequel il expliquait aussi que le Front National était le premier parti à s'être opposé à la mondialisation, aux délocalisations, aux fermetures d'usines. Donc on voit bien, il est assez étonnant, c'est presque quelqu'un de bipolaire, parce qu'à la fois, il fait les louanges du RN, qui aujourd'hui est le parti des ouvriers, des employés, des salariés de France, et en même temps, il écrit ça pour mieux le combattre. Donc j'arrive pas trop à comprendre la stratégie de M. Ruffin. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il est ultra minoritaire à gauche, puisqu'on l'attaque même à la fête de l'humanité. Oui. C'est dire. Oui, c'est vrai. Et alors justement, vous le disiez à l'instant, voilà, il est souverainiste, protectionniste, il va être le défenseur des ouvriers justement abandonnés par la gauche et récupérés évidemment par le Rassemblement national. C'est donc une cible notamment pour le Rassemblement national. Est-ce que ça pourrait être une prise de guerre? Est-ce que vous pensez qu'un dialogue peut être établi, mais malgré ce que vous nous avez dit évidemment, sur le fait qu'il vous a toujours vu peut-être comme des ennemis, mais peut-être... en fait, c'est à lui d'y réfléchir. Puisqu'en fait, il fait des livres contre le Rassemblement national. En tout cas, il analyse les choses, qui est un des seuls à réfléchir. D'ailleurs, il le paye puisqu'on lui envoie les milices antifa dans ses meetings, mais c'est le seul à réfléchir. Mais c'est à lui de se poser des questions. C'est-à-dire que, oui, le RN est le premier parti des ouvriers, des salariés, des employés de France. C'est le premier parti des ce qu'on appelait les métiers essentiels. Aides-soignants, boulangers, policiers, pompiers, tous ces métiers qui avaient fait tourner la nation pendant la pandémie du Covid. C'est en fait à lui de voir s'il veut continuer de se faire traiter de fasciste par des adolescents antifa bourgeois, ou s'ils souhaitent vraiment travailler pour l'avenir de la France et des plus modestes dans ce pays. Donc c'est à lui finalement de réfléchir. Le RN, lui, est déjà lancé et on n'a pas attendu M. Ruffin pour réfléchir. D'ailleurs, il est assez hypocrite aussi parce que lorsqu'on propose, lors de la dernière mandature, par exemple, une TVA à 0% sur 100 produits de première nécessité, parce qu'on voyait que les Français avaient énormément de mal notamment dans les produits alimentaires. Donc, dans le cadre de la défense du pouvoir d'achat. Il a dit qu'il était d'accord, mais il ne l'a pas voté. Donc, il fait le même est lucide pour dire je suis d'accord avec cette proposition, mais j'étais pas là ou je ne sais quoi. Donc il va jamais jusqu'au bout, M. Ruffin, c'est un peu dommage. Bon, alors un dernier mot sur cette gauche. Malgré leurs déchirures internes, les scissions, il y a cette grande fête de l'humanité qui réunit toutes les composantes d'une gauche qui pourtant n'a rien à se dire et ne partage rien. Ce semblant d'unité, finalement, c'est leur force. Est-ce que ça manque à la droite, une fête de l'humanité? Mais moi, je suis toujours partisan
d'ateliers, de réflexion, de discussion. Alors, je connais la fête de l'humanité, hein. Il y a des ateliers de réflexion, etc. Il y a surtout des messages politiques et des guéguerres intestines, puisque quand vous avez 300 antifas qui hurlent contre Monsieur Ruffin, Siamo tutti antifascisti. exactement, mais vous imaginez bien que c'est pas un hasard. C'est-à-dire que Monsieur Arnaud a mobilisé les siens pour attaquer Ruffin, peut-être même sur les ordres de Jean-Luc Mélenchon. Bon, ça m'intéresse pas. Si c'est ça ce qu'on veut faire dans le camp du peuple ou de la nation, j'y suis opposé. Après, réfléchir, travailler sur un vrai projet, discuter, partager nos analyses, nos diagnostics pour gouverner le pays demain. Mais moi, je serai toujours favorable à cela. Donc, si ça permet l'union des droites, d'une certaine manière... Je n'ai pas dit l'union des droites, j'ai parlé du camp du peuple et de la nation, parce que je pense que c'est se cantonner soi-même, mettre des frontières soi-même sur celles et ceux qui pourraient nous rejoindre pour gouverner le pays demain. Voilà. Donc, non pas que droite soit un tabou ou un gros mot, c'est que patriote correspondrait mieux, serait plus large. Patriote, en tout cas amoureux de la France, de la nation. Je vous ai parlé tout à l'heure des rapports démographiques avec l'Afrique qui va exploser en la matière. Vous avez ce qu'on appelle le Sud global qui est en train quand même d'ouvrir des institutions parallèles au FMI, à l'OMC, etc. Donc on a un monde qui bouge, une histoire qui s'accélère. Et je pense qu'il ne s'agit plus aujourd'hui de faire survivre la droite avec M. Barnier ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, il s'agit d'engager un processus pour savoir où est-ce que la France se situera demain dans le monde. Et c'est ça notre priorité. Alors justement, vous rebondissez je vais rebondir sur Michel Barnier, sur cette main tendue d'une certaine manière qu'il a pu faire en laissant courir la rumeur d'un ministère de l'immigration. Concrètement, s'il prenait ce cap, est-ce que vous pourriez travailler en bonne et due forme avec lui pour l'avenir de la France? C'est-à-dire que là, c'est plus des guerres de partis, c'est vraiment l'enjeu, c'est la France derrière. En fait, travailler sur l'immigration, c'est pas au RN qu'on va dire « Oula, vous avez jamais parlé de ça ». Il n'y a aucun problème. Mais s'il nous ramène dans ce gouvernement Brice Hortefeux pour gérer le ministère de l'immigration, il l'a déjà fait. S'il nous ramène Xavier Bertrand, s'il nous ramène Manuel Valls, etc., on a déjà vu ces gens-là. Et en même temps, le Rassemblement national a refusé de participer à un gouvernement où il ne serait pas à la tête. Bien sûr. Est-ce que c'est une erreur donc de ne pas vouloir donner vos forces, vos compétences peut-être aussi au gouvernement? Nous considérons que le programme du Rassemblement national sera exécuté de la meilleure manière qu'il soit si le Premier ministre est du Rassemblement national. Oui, lorsque vous serez au pouvoir. Je vous dis tout à l'heure que je ne croyais absolument plus aux Républicains. C'est un parti qui a géré la France pendant des années et des années. Les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Donc je ne crois pas, moi, en M. Barnier, je ne crois pas dans les résultats. Il n'empêche, nous avons décidé de ne pas le censurer a priori et faire en sorte qu'aujourd'hui, il réponde aux attentes des 11 millions d'électeurs, qu'il respecte les 11 millions d'électeurs qui ont voté pour le Rassemblement national. Et donc, nous allons lui indiquer des lignes rouges. S'il franchit les lignes rouges, Marine Le Pen appuiera sur le bouton rouge, à savoir la censure, et faire tomber le gouvernement Barnier. Parmi les lignes rouges, est-ce que vous avez vous les avez déjà définies donc? Vous connaissez les thématiques sur l'immigration évidemment, sur le social, sur le budget, sur la sécurité, mais on attend des résultats, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'envoyer une rumeur ou de faire courir des rumeurs. Là, on va regarder les résultats. Je pense que les Français et vos auditeurs en ont par-dessus la tête d'entendre du blabla, des bons diagnostics, faire courir des rumeurs de je ne sais quoi, avec en plus des dinosaures de la politique qui reviennent sur tous les plateaux de télé, les Ségolène Royal, Bayrou, etc. Bon, ça ne fait pas rêver. Donc maintenant, on va lui demander des résultats. Et je pense que si les résultats ne sont pas au rendez-vous, Marine Le Pen appuiera sur le bouton de la censure et c'en sera terminé de M. Barnier. Alors ça me fait penser évidemment à la situation chez nos voisins allemands. Quelqu'un où c'est vrai, là en l'occurrence on ne l'attendait pas là, le chancelier Olaf Scholz, lui, a agi. Berlin commence ce lundi à rétablir pendant 6 mois des contrôles à l'ensemble de ses frontières pour lutter contre l'immigration illégale. Alors ça surprend? Je vous ai dit tout à l'heure, il y a une gauche anti-immigration qui commence à faire énormément de voix en Allemagne, en plus d'autres partis qui aussi font énormément de voix. Et donc, ces partis sociodémocrates là, de M. Schröder et compagnie sont obligés aussi de répondre à la demande du peuple allemand. Moi, j'avais posé la question à M. Glucksmann lors des élections européennes. Je lui avais dit, mais la ministre de l'Intérieur allemande explique elle-même qu'elle veut expulser tous les délinquants étrangers. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, M. Glucksmann? Parce que c'est juste le programme du Rassemblement national. On n'a jamais eu de réponse, évidemment. Mais si vous voulez, on a partout en Europe une réflexion, à gauche comme à droite, sur l'immigration. Je vous parlais du Danemark,
qui a des solutions pour le coup assez radicales en matière d'immigration. Ils sont de gauche. Je vous parle de la République tchèque. On dit c'est un populiste, etc. Non, c'est juste un sociodémocrate qui lui aussi a eu des positions radicales, en tout cas réalistes sur l'immigration. L'Allemagne, qui est quand même la première puissance économique d'Europe, elle aussi commence à... Et donc on voit simplement qu'en France, eh bien, on a une gauche qui est toujours dans un rêve, je sais pas, multiculturel, citoyen du monde, Sandrine Rousseau, enfin je sais pas, j'arrive pas à savoir, mais on voit que la gauche française est très en retard sur les réflexions qui peuvent se passer à l'étranger. Quand un Olaf Scholz, qui est quand même un social-démocrate, c'est le Flamby allemand, parle comme ça et commence à parler de contrôle aux frontières, c'est-à-dire le programme du Rassemblement national aux élections européennes, on voit quand même qu'il y a de vraies évolutions en Europe et qu'on va avoir une tension puisqu'il y a vraiment deux pôles radicaux qui s'opposent, ceux qui veulent agir contre l'immigration et les siamo tutsi antifascistiques qui vont manifester partout et qui vont certainement aussi avoir une forme de radicalité. Donc c'est ça aujourd'hui les réflexions qu'on va avoir, je pense, ces prochaines années. Mais alors quand les États agissent, que ce soit la gauche ou la droite, les répercussions sont parfois très fortes. Je pense évidemment à l'Italie. 6 ans de prison requis contre l'ancien ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, pour avoir simplement refusé de laisser accoster des migrants. C'était en 2019 et on se souvient évidemment de cette politique des ports fermés avec le refus des entrées de navires humanitaires, notamment l'Ocean Viking, etc. Est-ce qu'on peut, on agit et puis d'une certaine manière derrière les répercussions sont fortes. Salvini, ça peut d'une certaine manière être le retour d'un symbole de la politique anti-immigration comme Orban peut l'être. Ces réquisitions contre M. Salvini sont juste absolument scandaleuses. D'abord parce que M. Salvini il tombe pas du ciel. Il avait été élu sur un programme et il a agi immédiatement en tant que au ministère de l'Intérieur italien. Et vous avez des juges qui font des réquisitions absolument scandaleuses. 6 années de prison contre M. Salvini. Et ça rejoint exactement ce que je vous disais tout à l'heure entre deux pôles radicaux qui existent en Europe. C'est-à-dire que Salvini était en avance sur Olaf Scholz. Mais vous voyez que quand Olaf Scholz fait des contrôles aux frontières allemandes, Salvini, lui, est condamné par un juge probablement d'extrême gauche. Donc vous voyez, on va avoir ces prochaines années deux pôles radicaux, à mon avis, sur le continent européen, parce que l'immigration sera une thématique, à mon avis, prioritaire. Et alors cette thématique, c'est amusant, elle est transatlantique, voilà, elle dépasse évidemment l'Europe, elle est occidentale. C'est un tournant, Donald Trump, on en parlait au tout début de notre émission, a utilisé pour la première fois ce week-end le terme de remigration. Remigration, c'est dans un discours, il y a un terme martelé, on se souvient, par le parti d'Éric Zemmour pendant des années, un terme désormais tombé donc dans le domaine public. Est-ce que ce positionnement de Donald Trump vous donne espoir plus largement que la France pour l'Occident, justement ? Je ne sais pas si Donald Trump va gagner. Moi, je suis français, je ne suis pas américain. Donc, je ne me suis jamais situé en tant qu'américain. C'est leur problème, que ce soit Trump ou Kamala Harris. Et je ne pense pas que ce soit un problème occidental. Je vous parlais tout à l'heure de l'Iran, qui a un nouveau président et qui établit un programme pour expulser, enfin remigrer, vous direz-vous, ou les zémouristes, en tout cas, pour expulser 2 millions de clandestins afghans. Donc, vous voyez que c'est une thématique qui est, à mon avis, globale et sur laquelle il faut réfléchir. En tout cas, le RN était aux avant-postes, contrairement à l'extrême gauche que nous subissons à la fête de l'humanité, mais aussi sur toutes les antennes le matin. Donc c'est un thème que vous continuerez évidemment de défendre à l'Assemblée nationale. Je vous remercie, Andrea Cotarac, de vous être prêté au jeu de ce grand entretien politique pour ouvrir la semaine. Je rappelle évidemment que vous êtes porte-parole du Rassemblement national, vous êtes collaborateur parlementaire de Marine Le Pen et président du groupe RN en région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à vous. Merci.